polarisation. C'est la méconnaissance pure et simple des Mauritaniens de code des statuts personnels. Déficit de communication, sensibilisation. De toute façon, ça a beaucoup de. Mais pourquoi? C'est la société. Ça fragilise la femme. Ça fragilise la société. C'est qu'il y a moins de femmes qui sont à l'université. Pourquoi? Et qui ont moins accès à l'emploi. Je veux dire, même, excusez-moi, je vais juste revenir. Parce que, d'accord, imaginons que les femmes. Alors, je ne suis pas d'accord sur ce qui n'est pas le cas pour moi. Imaginons que les femmes arrivent à un certain niveau, décrochent des diplômes. Sur le marché du travail, il y a moins de femmes présentes, ou en tout cas, il y a une économie informelle. Il y a une pratique du pouvoir de la femme en Mauritanie, mais elle reste toujours informelle. Elle reste toujours au foyer, ou bien même dans le cadre politique, c'est elle qui va faire la campagne, qui va pousser en fait l'homme à être élu, mais elle sera toujours dans l'ombre. Comme toutes les femmes du monde. Oui, mais elle commence quand même à s'afficher de plus en plus dans l'espace public. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la pression sociale pousse les femmes à ne pas s'intégrer dans l'espace moderne, privé. Que dites-vous du nouveau gouvernement? Avec ces femmes, on doit... Non, mais vous savez un peu, vivons sur Terre et restons un peu... Mais attends, le nouveau gouvernement, c'est quoi? C'est quoi? C'est sur plus d'une trentaine de personnes, il y a 6 femmes, c'est loin d'un quota et c'est loin du tout de la... Mais non, s'il y avait plus de femmes que d'hommes, est-ce que ce serait la catastrophe? Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. À chaque fois... Ça sera une overdose. Moi, je contre le système des quotas. Si vous dites que 6 femmes dans un gouvernement, c'est beaucoup... Non, 6 portefeuilles, non, il ne faut pas regarder les choses seulement d'un point de vue numérique. Il faut regarder d'un point de vue de confiance et justement de l'évolution de la société. Si ministère, c'est pas... Mais ne croyez pas que c'est les hommes qui ont donné l'opportunité aux femmes d'accéder. Il y a une chose qui... Non, mais je veux juste dire quelque chose. Il y a quelque chose de général qui se passe. On dit aux femmes, mais c'est bien, maintenant vous avez la possibilité. Mais la possibilité, c'est elles-mêmes qui l'ont prise. Elles se sont battues pour l'avoir. Donc il n'y a aucun sentiment de gratitude que les femmes devraient avoir envers les gouvernements. Alors ne cherchez pas la grâce. Vous avez les conditions d'évoluer, d'émanciper. Non, vous avez les conditions juridiques, légales, morales et même religieuses. Vous êtes très bien placé pour savoir que le cadre législatif... Najwa, ce discours-là, tout à l'heure, vous avez failli insinuer quelque chose. C'est quoi ce discours? Lequel? C'est-à-dire que... Tout à l'heure, vous parlez de discours, c'est comme il y a une... Bon... Oui, il y a ce discours qui est, à mon sens, un peu hypocrite. Mais c'est bien, les femmes aujourd'hui, elles sont arrivées quand même à un certain niveau. Et il y a eu quand même beaucoup d'émancipation. Alors que dans la réalité, les femmes, elles sentent encore l'oppression. Il y a encore la discrismination, existe encore. Ça existera toujours. Non, mais... Malheureusement, ça existera toujours. Mais c'est pas une raison de baisser les bras et de se dire que c'est normal. Non. En fait, le fait que ça existe, ça ne réside pas dans sa normalité. Ce que je veux dire, c'est que certes, moi je suis contre l'imposition des quotas. C'est-à-dire qu'on se dit, si on ne met pas un quota, ces femmes ne seront pas élues, ne seront pas éligibles. Mademoiselle, je pense que ce débat est dépassé. Non, c'est que vous cherchez... Non, écoutez. Vous êtes contre le quota, c'est ça? Oui, parce que les femmes doivent d'elles-mêmes, en fait... Voilà, c'est ce que je cherche. Mais voilà, d'accord. Là, les quotas au moins soutiennent cette hypothèse. D'accord, mais imaginons qu'il n'y avait pas de contrat, qu'il n'y avait pas de quota. Oui. Vous savez très bien que dans le Parlement, il n'y aura pas de représentation. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un problème et des séquelles encore sociales, il y a une misogynie qui est en place, il y a un patriarcat qu'il faut absolument combattre. On ne va pas se cacher derrière les quotas toute notre vie. C'est pas possible. Écoutez. Non, mais c'est vrai, vous savez, il y a deux mouvements féministes. Un quota ne doit pas être appliqué parce que ça règle le problème, mais ça règle le problème parce que ça règle le problème à la place des femmes. C'est-à-dire qu'elle demande que les femmes, que ce soit le combat des femmes. Moi, je vais vous dire. Donc un quota, c'est un peu... Moi, je vais vous dire... On vous donne quoi. Moi, je vais vous dire mon avis là-dessus. Et bien évidemment, vous connaissez tous qui est ma mère. Donc, au moins Ahmed, je ne sais pas si Najwa la connaît, c'est l'une des premières femmes qui a défendu la cause féminine. Mais je pense que... Mais justement, mais attention, c'est un phénomène. Là, je vous coupe, c'est un phénomène. Oui. Il paraît que les enfants des femmes qui se sont battues pour l'émancipation de la femme sont souvent à pas moi, quand même. Non, mais souvent. Non, je ne défends pas. On ne va pas faire une thérapie. Non, voilà. Pas moi, au contraire. Je défends les intérêts de la femme. Non, mais bien sûr, défends l'émancipation de la femme. Comme tout intellectuel. Je défends les droits de la femme. Mais on doit sortir en réalité, je dirais, du premier stade. Ce que vous appelez justement, à juste titre, la victimisation de la femme. Pourquoi vous serez victime jusqu'à quand? Ce que je voulais vous dire... Mais parce que le sont, c'est que les hommes également, les hommes, parlons. Sont victimes. Non, je parle pas, non, je dirais, les hommes ne seront jamais égaux
Il y a des hommes qui font tout, qui n'arrivent pas à être légal des autres hommes. Même les ethnies ne sont pas permettez-moi de vous dire que moi je m'inscris. Parce qu'on doit en finir avec ça et revenir un petit peu. Écoutez, moi je m'inscris dans une vision féministe mais africaine. C'est-à-dire que j'ai fait donc un mémoire de recherche sur ce phénomène. Ici en Mauritanie, il ne s'agit pas de féminisme laïque pur et dur tel qu'on le connaît. Parce que pour moi, le féminisme laïque vu de façon occidentale est pour moi un petit peu tiré par les cheveux, dans le sens où on cherche absolument, les femmes cherchent à ressembler plus ou moins aux hommes pour accéder à l'égalité. Pour moi, il y a une différence. Non, je suis désolé, là, je suis obligé de vous couper. Là, c'est une réalité tout à fait occidentale. Oui, voilà, la religion occidentale, c'est les catholiques. Voilà. C'est par rapport à leur religion. C'est normal que les femmes se battent par rapport à cette religion. Alors qu'ici, le problème ne se pose pas. Il y a une certaine religiosité, en fait. Non, mais on a l'impression souvent que pour qu'une femme qui se dit féministe, qui se dit émancipée, elle se bat. C'est là, on va la classer dans la catégorie inconsciente, un schéma réflexif. C'est ça le problème. Pourquoi on va avoir peur d'être classé? Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, pour revenir sur ce qu'il disait, c'est que certes, il y a une différence entre les hommes et les femmes qu'on ne pourra jamais masquer. Elle est sociale, elle est naturelle, elle est culturelle. Je suis contre le discours qui dit que non, ils sont exactement les mêmes parce que ce serait se voiler la face, ce n'est pas du tout le cas. Mais différence ne veut pas dire inégalité, ne veut pas dire non-complémentarité. Il y a une complémentarité qui doit se créer. Mais la complémentarité qui se passe... C'est-à-dire qu'il y a une négociation de féminisme. La femme négocie sa place, négocie son pouvoir. J'ai envie d'enlever justement ce négo-féminisme-là. C'est-à dire que... C'est pas un cadeau, quoi. Voilà. Il y a une négociation derrière. Il faut un combat, il faut l'arracher, quoi. Voilà. Et quand on vous dit il est temps de sortir de ce discours de victimisation, on ne peut pas en sortir tant que la femme est toujours considérée comme, je veux dire, quand elle rentre dans l'espace public ou bien quand elle est par exemple élue ou quand elle fait une démarche dans l'espace public qui est importante, qui en fait peut attirer notre attention et dire c'est une femme, c'est quelque chose donc de particulier, c'est novateur, il y a la lumière sur ça. Tant qu'il y a ce genre de phénomène-là, c'est-à-dire que la femme n'a pas encore acquis la place qui lui va de droit. Justement, docteur, tu vois ces stéréotypes. Je voudrais que justement ce schéma réflexif qu'il y a dans la tête des gens disparaisse. C'est vrai qu'on n'est pas utopique, ça ne va pas disparaître. Docteur, je suis désolé, mais tu vois, ce qu'elle avait dit est très intéressant parce que c'est ces stéréotypes traditionnels à propos des hommes et des femmes qui limitent le choix que nous faisons tous les jours, en fait. Parce que ces stéréotypes conduisent souvent les hommes à se montrer autoritaires et dominants, et les femmes à rester passives et obéissantes. Et c'est dans ce sens-là que les femmes doivent mener ce combat. Elles doivent arracher toute place, elles doivent les arracher, elles doivent savoir que personne ne les fera à leur place. Exactement. Les intellectuels sont certainement là, mais c'est un combat. Voilà. Excusez-moi un peu, je vais revenir un petit peu à ce que je viens de dire tantôt. Au niveau justement des différences, pour ne pas dire inégalité. Les différences naturelles, c'est la loi de la nature. Non, attention. C'est pas. Il n'y a pas d'attention, non. Vous avez utilisé. Oui, quand je dis naturel, depuis qu'on est assis là, vous avez utilisé le terme hypocrite 10 fois. Je défie le réalisateur avec ça. Et là, je pense aussi que pour les combattantes, surtout du féminisme, il y a de l'hypocrisie. Ils veulent arriver au sommet. Ils veulent réussir, mais en même temps, ils veulent rester des femmes flattées. Et alors, pourquoi pas? Mais sur quoi vous vous fondez pour dire ça? Non, mais c'est bien. C'est pas possible d'être une femme charmante et tout, et d'être pilote de ligne. Voilà, ce que je disais, c'est que être féministe, pilote c'est pas mettre un c'est costume. peut-être un emploi exotique. Chauffeur taxi, on peut être chauffeur taxi, quoi. Mais on ne peut pas quand même être ministre et danseuse en même temps. Pourquoi pas? Parce que ça ne colle pas. La ministre doit avoir... C'est un modèle, c'est un modèle social, c'est un modèle de réussite. Je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Ça ne colle pas aux femmes, il y a des danseurs. Alors là, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des femmes qui sont ministres. Et ce qui se passe, l'opinion publique en général... Là, on est vraiment... Quand une femme passe à la télé, une ministre ou, je ne sais pas moi, une femme haut placée, par exemple, parce qu'on est plus concentré sur la façon dont elle est habillée, comment elle est maquillée, etc. Mais bon, ça, c'est partout. Même les journalistes, une ministre, une chanteuse... Partout. Mais ce que je veux vous dire, c'est quand vous avez dit qu'elle est haut placée, ça veut dire qu'elle ne veut pas. Si Ségolène Royal, par exemple, on a vu que toute l'opinion publique était plus concentrée sur son tailleur. En général, les femmes qui sont dans le milieu politique. Mais c'est vrai que il y a quand même des intellectuels qui écoutent les femmes. Ça, c'est sûr, absolument. Mais c'est pas la même chose ici. Mais c'est un phénomène qui est plus ou moins présent partout mondialement, mais plus ou moins marqué.
Est-ce que je vais revenir sur ce que vous dites? Quand vous dites qu'elle cherche à arriver au sommet, mais que justement elle refuse, vous avez dit, de laisser femmes. Mais pas du tout. Au contraire, ce que j'essaie de vous expliquer. Quand je fais mon enquête ici sur l'engagement politique et associatif des femmes en Mauritanie, je suis venue interviewer quelques femmes chez elles à la maison. Elles avaient un discours, je veux dire, posé sur des faits concrets. Je veux dire, elles avaient énormément d'informations à me donner. C'est des femmes pleinement engagées. Là, il n'y avait pas débat là-dessus. Comme l'association des femmes chefs de famille, Maître Mokhtar, par exemple. Et plein d'autres femmes. Sûr, je suis venue les voir dans leur maison. Elles parlaient avec moi, elles me donnaient des données. Je veux dire, j'étais vraiment, c'était vraiment très riche l'interview que j'ai. Et en même temps, elles parlaient aux gens de la maison, Adli Lerde, occupe-toi de ça et tout. Et puis voilà. Dans des ordres quoi. Voilà, donc comme toutes les Mauritaniennes. Non, mais puis elles ont aussi cette touche féminine. Je veux dire, on peut être à la fois femme. Je peux vous garantir, je peux vous garantir que lorsque vous voyez voir le président de la République dans sa maison, il fera pareil. Mais pourtant, c'est un président de la République. Non, il ne faut pas mélanger vie privée et vie publique. Moi, je parle de la conscience. Je parle de ce qu'on appelle l'état d'âme. L'état d'âme, lorsque vous êtes sérieuse, vous êtes sérieuse. Lorsque vous mais en quoi on n'est pas sérieux? Mais en quoi on n'est pas sérieux si on veut garder la féminité? C'est ça le problème social, justement. C'est que féminité en dignité. Justement, c'est le stéréotype dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que les hommes, c'est un problème de dignité et la carrière. Il y a des femmes qui sont obligées de laisser leur féminité, enfin leur identité de femme à part pour se mettre dans leur carrière. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'on peut très bien avoir les deux sans problème. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est un problème de dignité. Non, il paraît que non ici. C'est un problème de dignité. Non, on peut l'avoir. Parce que les hommes... Non, en français, c'est pas vrai. Parce que les hommes, depuis, ils commencent leur carrière, ils ne dorment plus, ils font des ânes, quoi. Voilà, non, je n'arrive pas. Des efforts énormes pour arriver. Ils écrivent, mais ceux qui font la politique ne dorment pas. Les femmes aussi. Ouais, mais elles ne dorment pas, mais quand tu rentres à la maison, c'est madame qui s'occupe de tout, je suis désolé. Les femmes, elles sont obligées de remplir leur rôle social. Sinon, vous ne seriez pas... Ce que je veux dire, c'est que malgré ça, on n'oublie pas nos devoirs. On n'oublie pas nos devoirs. Les femmes non plus. Sociaux. Non, je suis d'accord. Mais la question n'est pas... Elles ne peuvent pas. Au contraire, la pression sociale. Je vais être beaucoup plus direct, mademoiselle. Excusez-moi. Oui. Je vais être beaucoup plus direct. Allez-y. Et là, je reviens au mot hypocrisie. Soit vous êtes une personne, soit la femme est une personne, comme l'homme, employé. L'égalité, quoi. Un homme, problème d'égalité. Et là, elle avance ses atouts objectifs, professionnels. Soit elle reste une femme telle que vous voulez, et elle prend des atouts subjectifs, je ne sais pas. Mais au contraire, je pense qu'on s'est mal compris. Que vous combattez. Non, ce que j'essaie de vous expliquer, le problème, il est social. Et donc, je pense que ce problème de mais vous avez bien entendu soit. Pourquoi ce soit, docteur? Parce que ça veut dire qu'elle ne peut pas être femme et chef d'entreprise, par exemple? Non, parce que n'oubliez pas qu'il y a une pression sociale. Elle ne peut pas être professionnelle et amatrice en même temps. Mais qu'est-ce que vous entendez par amatrice? Je pense que le problème, il est là. Je vais vous donner juste un exemple. Je vais vous dire une fille qui vient pour un chef d'entreprise, elle est là, mais lorsqu'il lui demande les stages avec un autre garçon, lorsqu'il lui demande l'expérience, etc., elle n'en a pas. Elle a par contre un joli parfum. Mais non, mais là, autre chose. Là, il y a un problème. Ce n'est pas là, on tombe dans... Écoutez-moi, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas traditionnels. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est des stéréotypes traditionnels. Je vais vous dire quelque chose. Être une femme, ça veut dire, donc comme vous êtes en train de dire, s'engager donc pleinement et l'être objectivement. Mais n'oubliez pas qu'il y a des prérogatives sociales qui vous dépassent, me dépassent moi, que la société a instituées. Demandez à un homme de s'occuper des enfants, de leur donner le biberon, de s'occuper de la maison. Pourquoi ça pose un problème là? Normalement, et combien de femmes le font aujourd'hui? C'est pour ça excusez-moi, combien de femmes le font aujourd'hui? Laissez-moi ce sont les babysitters, ce sont les hakamet, ce sont à la rigueur les grands-mères. Sur quoi vous êtes... Non, mais soyons objectifs, parce que rien que l'instinct maternel ne va pas laisser leur enfant le premier mois ni le deuxième. Excusez-moi, Najwa. Quand vous parlez de naissance maternelle, ça revient à autre chose. Non, mais c'est pour vous dire que dans les faits, je connais les femmes, je traite avec elles. Ces femmes ne vont pas laisser leur enfant, mais de toute façon, la loi le permet de rester avec son enfant. Le problème n'est pas un problème, non. L'instinct maternel, c'est autre chose. Non, mais c'est pour vous dire. Je suis d'accord avec vous, mais docteur, ce qu'il vient de dire, il faut essayer de comprendre. C'est que vous avez tout à fait raison. Les hommes qui changent les couches, qui s'occupent du biberon, tout ça, il n'y en a pas, mais les femmes non plus. Ah si, il y en a, mais arrêtez. Moi, je peux vous dire une chose.
Non. Alors qu'ils s'en Quand on occupent. rentre à la maison, c'est la bonne qui fait à manger. Mais c'est pas tout le monde qui a. Non, mais je suis d'accord. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer une bonne. Justement. Il y a une classe qui ne peut pas se le permettre. Et il y a des femmes qui ne font pas. Et croyez-moi, c'est le cas parce que je pense qu'on est en train de tomber dans un stéréotype où on se dit de toutes les façons, ces femmes-là, elles ont des babysitters. Mais le même gars de babysitter, il est apparu qu'il y a quelques années. Il n'existait pas auparavant. Si, il y avait l'esclavage. Non, mais de toutes les façons, à l'époque, je veux dire, c'était sous les tentes. Je veux dire, le travail sur l'espace public, c'était pas le même. Le marché du travail n'était pas le même. Mais je parle depuis l'apparition du marché du travail quand on est dans un monde moderne. Je voudrais juste revenir sur une chose. Ce que vous venez de dire est tout à fait vrai, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de se payer des babysitters. Mais moi, je voudrais juste revenir sur qu'est-ce qui pose problème concrètement à votre discours. Vous êtes en train de sous-entendre qu'une femme devrait choisir en fait entre sa carrière ou s'occuper ou le foyer. Non seulement la femme, mais l'homme également. Mais ça c'est un discours. C'est l'homme. Pour réussir, il faut faire. Non. Pour réussir, il faut des sacrifices. Pour réussir, il faut des sacrifices. Pourquoi c'est grave? Pour réussir, il faut des efforts supplémentaires. Pour réussir, il faut se distinguer. Voilà la question. Mais pourquoi c'est grave ce discours? Je vais vous dire un truc. Pourquoi c'est grave ce discours? C'est grave ce discours parce qu'on est en train de mettre les femmes dans des catégories. Soit tu vas privilégier ta carrière et tu vas laisser. Et les hommes également. Tu vas abonder. Oui. Mais non, parce qu'ils n'ont pas la même pression sociale, les hommes et les femmes. Ils ne s'inscrivent pas du tout dans la même tradition, dans le même schéma réflexif. On les considère pas de la même manière. Il y a certaines prérogatives qui sont sur la femme, qui ne sont pas sur l'homme. C'est pour ça que l'homme est plus libre. Attendez, c'est pour ça que l'homme est plus libre de s'engager pleinement dans sa carrière, et c'est pour ça qu'il arrive au sommet du pouvoir. C'est pour ça qu'il y a une certaine reconnaissance qui n'est pas donnée à la femme malheureusement. Et c'est que je suis en train de vous dire. Vous avez craché le morceau. Mais c'est parce qu'il y a l'avantage de l'homme, c'est parce qu'il a. Donc c'est normal. Donc on doit se reposer sur et rester là. Quel avantage? C'est la société. C'est la société qui donne l'avantage. C'est pas la société, ce sont des exigences. Les femmes et l'homme. Mais quelle exigence! Vous savez que, je vais vous donner, Rachida Dati, quand elle a accouché, que le lendemain, elle est repartie à l'Élysée. Ça fait un scandale. C'est le cinéma. Non, mais ils ont dit, cette femme n'est pas une femme, c'est un homme. Ça veut dire qu'il y a toujours. Non, mais on est loin. Ça, c'est pas de la réalité. Non, c'est pour que vous voyez un petit peu. Mais nous avons des femmes courageuses qui accouchent le matin et qui vont travailler le soir. Nous avons des femmes qui n'ont pas le choix. C'est ça le sacrifice dont je parle. Donc voilà, donc écoutez. C'est le sacrifice. Il y a quand même une mauvaise foi derrière tout ça. On a l'impression qu'on en veut aux femmes, mais c'est exactement ça quand je parlais du congé maternité. Rachida a donné le bon exemple pour les femmes pour réussir. Non, mais elle est libre. Écoutez, Rachida Dati est libre de faire ce qu'elle veut. Une autre femme est aussi libre de rester 2 ou 3 mois avec son enfant ou de se. Mais un homme peut rester 2 ou 3 mois avec son enfant. C'est pour ça qu'il y a 2 mois, vous êtes sûrement au courant qu'il y a. Le congé paternité, mais ça a toujours existé chez nous. Ça a toujours été. Non, mais exister informellement, les choses formelles et informelles, ce n'est pas la même chose. La réalité d'aujourd'hui. Mais je comprends pas comment est-ce qu'on peut en vouloir à une femme et lui dire tu dois choisir. Comment est-ce que dans un monde moderne, dans lequel il y a un discours d'égalité entre les hommes et les femmes, et lui dire qu'à cause d'une pression sociale qu'on a du mal à combattre à cause justement de ce type de discours patriarcal, et demander aux femmes de dire tu dois choisir entre les deux. Et sinon, tu dois assumer. Excusez-moi, les données ont changé. Excusez-moi. Il y a des femmes qui non, c'est un discours répété. Écoutez-moi. Je vais répondre. Je termine juste la phrase, je vous laisse. Physiquement, une femme, certaines femmes, il y a certaines femmes comme Rachida qui est partie le lendemain, mais il y a des femmes physiquement, elles ne peuvent pas. Physiquement, elles ne peuvent pas se reprendre leur travail après avoir eu un enfant. Il y a des femmes qui doivent s'occuper. Je comprends, mais vous êtes en train de jouer sur la sensibilité. Non, c'est naturel. Sur la pression sociale. Non, pas sur la sensibilité. Je n'aime pas jouer sur la sensibilité. Justement, vous êtes. Non, pas du tout. C'est une impression. Mais non, mais c'est physique. C'est physique. La femme. Mais nous avons des femmes. Il existe des femmes dans cette société. En fonction des femmes. Il existe des femmes dans la société qui sont courageuses, qui accouchent. C'est pas le courage. Et qui travaillent. C'est pas le courage. Et ça pose aucun problème. Ça, c'est un autre stéréotype qu'on fait croire aux femmes mauritaniennes que une femme, quand elle accouche, elle doit passer 40 jours. Ça, c'est un mois, 2 mois, 30 ans. Écoutez, pas 30 ans. Mais pourquoi est-ce que, vous voyez, votre discours, on sent derrière une forme de. Moi, je vais être claire avec vous, je vais être franche. On sent une forme de lassitude. C'est bon, tu es assez droit. Oui. On va pas. Et ça, c'est pas. Non, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Non, parce que je pense que les théories que vous développez sont des théories, excusez-moi du terme, sont dépassées. Le fait de me dire que la femme subit toujours cette pression sociale, c'est dépassé. Mais non. Excusez-moi, laissez-moi finir. Et pourquoi vous dites soit elle doit choisir? C'est ça le problème. Je vais vous répondre, mais laissez-moi finir d'abord mon idée. Vous travaillez. Il y a beaucoup de femmes, des filles comme vous, qui travaillent. Mais il n'y en a pas beaucoup.
Je vous assure qu'il y en a beaucoup. Non, mais... En termes de chiffres, il y en a moins, mais bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui existent. Ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, d'accord. Okay. Il y a beaucoup de filles qui regardent la télé, oui. Oui, ces femmes sont autonomes. Ces femmes sont indépendantes. Ils font fi des pressions que vous dites. La pression, c'est jadis, lorsque la femme n'a pas moyen de vivre d'une manière autonome des hommes. Maintenant, elle a son salaire. Elle est libre. Elle est libre de choisir sa vie. Non. Mais la femme a toujours été dans la société moderne. Et donc là, lorsqu'elle subit la pression sociale, ou elle se plie pour la pression sociale, c'est une submission volontaire. Et moi, personnellement, oui, bien sûr qu'elle est volontaire. Je vais vous dire une chose, elle l'a accepté. Vous ne pouvez pas parler au nom de personnes que vous ne... Parce qu'apparemment, vous non, je n'ai jamais senti, je ne me suis jamais senti femme, ça c'est sûr. Je ça se sent. Je comprends votre idée. Ce que j'essaie de dire. On peut rentrer dans... Écoutez, ça pose pas de problème. Honnêtement, ce débat qui malheureusement qui existe encore et qui tourne en rond, la victimisation des femmes, elle est fondée sur quelque chose. C'est-à-dire que les femmes qui travaillent aujourd'hui ou qui tentent de travailler, n'oubliez pas qu'il y a cette pression sociale qui est derrière. C'est quoi la pression sociale? On va se mettre d'accord sur le terme. À côté, on lui dit oui, tu as les droits. Juridiquement, légalement, dans les beaux grands discours républicains de la démocratie, tu as tous les droits du monde, c'est très bien. Mais dans les faits, après, elle est confrontée à plusieurs prérogatives sociales. Être une bonne épouse, être une bonne mère, être une femme au foyer, être présente, être belle. Ouais. Excusez-moi. Non, mais laissez-moi terminer. Ça, ce n'est pas spécifique à la femme, l'homme également. Être un bon mari, être un bon père de famille, être beau également, être riche, être je ne sais quoi. Non, c'est pas non, soyons un peu objectifs. Parce que non, écoutez. 5 ou 6 ans, quoi. Voilà, à la fois. Écoutez. Qu'est-ce que ça veut dire? Un tiers des enfants issus des divorces et les divorces. Non, les femmes qui ont des enfants à charge, après un divorce, elles sont seules, elles se retrouvent seules. Je ne voulais pas prendre sa défense, mais quand même, il faut savoir que tout à l'heure, on a parlé de la violence sexuelle. Ouais. Les effets de la violence sexuelle que subissent les femmes, ça n'a rien à voir quand même avec une violence sexuelle, c'est la même, parce que c'est ces sentiments de honte, de culpabilité, de jeunes, d'image corporelle, de faible estime de soi, mais des grossesses même non désirées, c'est qui est très grave. Donc, on ne peut pas quand même dire que ce sont les mêmes effets. C'est un homme qui subit une agression sexuelle de la part des femmes. Excusez-moi une chose. Là, on passe un peu aux choses très sérieuses. Depuis tout à l'heure, c'était sérieux. Non, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Oui, c'était sérieuse, mais... Ah non, justement, vous voyez, là, ça dit beaucoup. Ça veut dire que ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'était moins sérieux, quoi. C'était moins sérieux, alors que pas du tout. Non, je parle en français, je parle pas en hassani. Sérieux dans le sens français, c'est-à-dire... Vous comprenez? Dans le sens français aussi. C'est-à-dire grave. Grave, voilà, d'accord. Oui, mais grave, même grave, c'est grave aussi. C'est grave aussi, mais je veux dire, c'est quel physique maintenant? On va parler de c'est quel physique. N'est-ce pas? Oui, mais voilà. plus non. Mais les sentiments d'honte, c'est grave. Non, il a dit. Et c'est ça ce que j'appelle grave. Mais les autres formes de violence, la grossesse, attention, docteur, les survivantes de violence, de ce genre de violence qui n'est pas tout à fait une violence sexuelle, ou physique, mais elles rapportent ces victimes-là, bon, ce ne sont pas vous ni moi, elles rapportent que ces formes de violence sont souvent dévastatrices que la violence physique. Non, c'est vrai. Là, je vais vous dire une chose. Quand on leur donne un micro, quand on donne un micro à une femme qui a été agressée sexuellement, mais ce qu'elle essaie de vous expliquer, c'est grave. Même s'il n'y a pas, je n'ai pas été blessé. Oui, je comprends, c'est atroce. C'est une souffrance atroce. Une violence non visible. Et personne peut être d'accord avec ni la violence morale, ni la violence physique de la femme, et de l'homme également, et des enfants. Et des animaux aussi, toute forme de violence. On n'est pas d'accord. C'est les animaux, on n'est pas d'accord. Mais tout dépend. La violence, c'est la violence. Non, je pense que là, c'est... De toute façon, là, c'est être humain, tout simplement. C'est un autre débat. Le malheur, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on oublie notre référentiel. Nous sommes musulmans. Et alors? Lorsqu'on est musulman, on ne doit pas frapper une femme, agresser une femme, agresser même un homme, à plus forte raison une femme. Non, mais on parle de ce qui existe, ça. Je comprends qu'il peut y avoir des gens qui peuvent te dire que la violence, par exemple, au niveau de la discipline, lorsque vous voulez un petit peu sanctionner la femme est admise, c'est très controversé. Et ensuite, quelle est la nature, justement, de cette sanction? Non, mais là, on parle de ce qui existe, pas de ce qui existe. Un musulman, monsieur. L'islam, c'est dans les livres, on parle de la pratique.
La pratique. L'islam, ce n'est pas dans le cœur. Oui, non, mais la pratique. L'islam, c'est dans le cœur. Oui. C'est dans la foi. Et alors, c'est la croyance. Dans des pays musulmans, il y a des violences quand même. On va essayer de Excusez-moi, ce qu'il veut dire. les comportements. Le comportement, c'est lui qui reflète qu'est-ce que c'est l'islam. C'est le comportement envers soi-même, mais envers aussi les autres. Mais l'homme reste un homme. A le bon comportement, malheureusement. Les gens. C'est parce que pas tout le monde sont des bons musulmans. Voilà, c'est notre débat. Mais ça n'a rien à voir avec. Ce n'est pas là, c'est un autre débat. Moi, je vais revenir pour vous dire une chose. Lorsque vous épuisez dans notre culture islamique, notre civilisation islamique, vous allez voir que l'agression, la violence contre la femme est inadmissible. Et inadmissible, je dis bien inadmissible, parce que nous avons une référence. Mais le malheur vient d'où? Le plus souvent, et vous pouvez quand même, parce que moi aussi à un moment, je suis activiste de la société civile et j'ai assisté à beaucoup de séminaires sur ces questions de violence envers les femmes. Mais je peux vous dire que la plupart des victimes de l'agression sont le plus souvent des gens qui ont depuis longtemps oublié. Qui ont une méconnaissance de leur religion. Une méconnaissance, plus ou moins. non seulement des femmes, mais aussi des prescriptions de l'islam. Oui, de la religion, j'ai dit. Et je pense que nous avons un problème. Voilà, je parle on parle des coupables, bien sûr. Je parle des coupables, je ne parle pas de la victime. D'accord. Le problème, c'est au niveau justement de la moralité. Mais ça, c'est à mon avis avec précaution, docteur. Parce que le problème on ne parle pas de l'islam. On parle de ce qui existe. On parle d'un modèle social. Quand une gamine de 6 ans. Non, on parle d'un modèle social préconisé par l'islam. Quand une gamine de 6 ans est tuée et violée par des hommes, une gamine musulmane tuée et violée par des hommes musulmans, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça, c'est un crime véritablement aberrant. Donc, c'est un crime extrêmement grave. La question, c'était. Mais est-ce que vous imaginez, excusez-moi, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est véritablement croyant en Dieu, même pas un musulman, même pas un musulman, qui est capable de faire ça, qui est humain. Un humain. Le bien et le mal, là, on est tous d'accord là-dessus que c'est un fait. On est d'accord. Le problème n'est pas là. Là, ce sont des crimes qui ne sont pas spécifiques aux femmes. Là, ce sont des crimes de chaque jour. Les hommes aussi sont... Non, mais c'est que ressentent les femmes, c'est ça le problème, c'est que ressentent les femmes. J'aimerais bien que vous restiez dans le cadre de l'agression faite à la femme, pas en tant que personne, mais en tant que femme. Justement. Voilà la question. On est là. Parce que là, vous parlez des crimes. Justement, on est dedans. Des crimes contre les femmes. Voilà. Parce que sont femmes. Les viols peut-être. Mais justement, c'est des violences. Les violences les violences qui ne sont pas visibles, c'est pas souvent une blessure ou une marque physique, mais ça n'exclut pas la possibilité. Il y a les préjudices moraux. Justement, mais là, avant de conclure, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, est-ce qu'il y a des signes avertisseurs, quoi? Une femme qui doit se dire, tiens, ce que je subis est peut-être l'harcèlement sexuel, alors qu'elle ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il y a des signes avertisseurs dans vos études? Vous pouvez expliquer un peu aux femmes? De toutes les façons, il y a en tout cas... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais il y a un fait marquant pour un petit peu compléter ce que vous êtes en train de dire. J'ai fait une fois donc, une recherche, bon, c'était à l'étranger, c'était pas ici. Mais je me suis référée donc, à un certain nombre qui était fait par l'Institut de recherche sociologique en France. Et il a été dit, et j'ai fait ma petite enquête moi de mon côté pour vérifier justement cette théorie, que toutes les femmes, je veux dire la totalité des femmes, à partir donc de l'âge 14-15 ans, elles ont toutes déjà subi au moins 1 à 2 fois dans leur vie une agression, quelle qu'elle soit, verbale, physique, ou même agression verbale, physique, psychique, morale. Donc voilà, donc toutes les femmes malheureusement sont exposées à ça. Ça, c'est une réalité qui n'est pas... Je veux dire, mais que la victime considère comme dégradant, quoi. Oui, absolument. Humiliant, douloureux. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en parle pas beaucoup, et c'est pour ça qu'on n'a pas toujours les bons chiffres, parce que c'est pas toutes les femmes qui vont en parler, et surtout dans une société où le tabou est encore d'actualité. Et donc, pour revenir juste à cette question de violence faite aux femmes, il faut toujours rappeler, et quand moi je suis encore un petit peu quand même sidérée par un certain nombre des discours qui veut toujours maintenir la femme dans un cadre traditionnel et toujours la rendre, elle, un petit peu coupable de sa situation et dire, tu veux avoir, je veux dire, un certain nombre de pouvoirs, et tu vas assumer, tu vas essayer d'aller au-delà de tes capacités, ce qui est complètement aberrant. Mais je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que les femmes mauritaniennes, elles ont, comme je dis, un certain nombre déjà d'atouts qu'on ne retrouve pas dans le système maghrébin. Ça, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que dans nos pays voisins, il y a une certaine considération de la femme. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ça pour justement l'appliquer à la sphère publique et à la sphère donc, du politique, du pouvoir. Et ça, c'est ce qui n'est pas encore mis... Elle reste femme mauritanienne, mais à la maison. Mais quand il s'agit de sortir de l'espace privé, là, le discours change.
Et ça se répercute sur les violences faites à la femme dans l'espace public, dans l'espace nocturne aussi, ou bien dans le cadre du travail, dans le cadre politique, etc. Donc, je vous repose la dernière question, c'est que violence sexuelle comprend l'exploitation sexuelle, attouchement à caractère sexuel, non désiré, tout ce que... En fait, quand la victime n'est pas consentante, enfin, il n'y a pas le consentement de la victime sans la capacité de consentir, contre la volonté de la victime. Quelque chose qui est obtenu par la force, par la menace ou par l'intimidation, tout ça, on l'appelle oui, agression. Ça c'est un délit. Oui. Ouais, tout ça, on l'appelle agression. Il nous faut arriver. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui subissent ce genre d'intimidation, que ce soit attouchement ou que ce soit exploitation, ça peut aller du pire. Oui, elles doivent porter plainte. Bien sûr. Comment porter plainte? Pourquoi elles ne portent pas plainte? Est-ce qu'il y a plainte sous X? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a plainte sous X? Je pense porter plainte contre X, je veux dire. Bah, c'est possible en Mauritanie? Contre X, oui, bien parce sûr. Il y a encore les pressions. Non, bien sûr, à condition, bien évidemment, de. Parce qu'elle a souvent honte de porter plainte. Mais la question, c'est que oui, là j'appelle. Tu vois, une bonne qui est violée par son patron, elle a honte de porter plainte. Une fille qui est violée par son oncle, elle a honte de porter plainte. Ouais, laissez-moi vous répondre. La question de honte, il y a aussi la peur. La peur de représailles, la peur de vengeance, etc. Ouais, tu l'as voulu. Mais je pense, pour répondre à sa question, oui, aujourd'hui, je crois qu'on doit introduire dans les procédures civiles et pénales la possibilité pour les ONG de porter plainte au nom des victimes. Absolument. Oui. Partie civile, quoi. Voilà, partie civile au nom de la victime. Et bien évidemment, la victime dans ces cas. Oui, c'est bien sûr, bien évidemment, c'est tout à fait ordinaire. Lorsque, par exemple, la victime commence à continuer son procès, c'est ensuite l'ONG et son avocat qui continue le procès. C'est donc au-delà justement des résolutions extrajudiciaires, on peut même arriver à des résultats satisfaisants au niveau du tribunal. Et donc, je suggère de ne plus vraiment... Donc, je vous donne la parole, mais juste 30 secondes. Ouais. Juste pour rappeler une chose que je dis souvent. Si vous voulez rappeler quelque chose, oui, que je dis très souvent, juste pour un petit peu pour conclure un peu ici, que l'essentiel donc serait d'orienter surtout l'éducation des garçons dans un objectif, dans une optique de respect de la femme, d'une considération qui ne serait pas malheureusement la même qu'on a encore aujourd'hui, ne pas avoir ce genre de discours qui a tendance à stigmatiser la femme et la rendre comme un objet, et qu'un objet qui lui appartient ou de convoitise, et aussi éduquer les filles à se sentir responsables elles-mêmes, pouvoir se protéger elles-mêmes et non pas toujours se considérer comme étant une victime, et surtout donner la priorité aussi à l'éducation des filles. Donc je pense que ça, c'est sur du long terme, ça peut éduquer les filles au même statut que les garçons pour que justement elles aient un certain bagage, une certaine prestance sociale pour être crédibles aux yeux des autres et ne pour ne pas être considérées comme... Donc je vous donne le niveau parce que j'ai commencé par... Merci, mais fort heureusement, j'ai une fille et un garçon. Et malheureusement, ma femme essaye un petit peu d'éduquer les deux sur le même pied d'égalité. Et vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout. D'accord, je ne suis pas du tout d'accord. Mais pour arriver à notre... Vous avez dépassé la planche. Ah oui, c'est pour conclure. L'université n'est pas d'accord. Pour conclure notre émission, je dirais que effectivement, les ONG doivent déployer plus d'efforts. Et je crois aussi que le parquet doit ouvrir une ligne d'anonymat pour justement ces gens Bon, donc je conclus. Donc avant de finir, je rappelle aux femmes, aux hommes qui ont subi ou qui subissent sans consentement et contre leur volonté, que ce soit par la force, la menace ou l'intimidation, des attouchements ou des violences sexuelles, que quelle que soit la décision que vous prenez, demandez aux autres de vous soutenir. Ça existe, il y a des associations qui sont là pour vous soutenir. Et puis, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir participé à ces débats. Najwa Metleketab, je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à la faculté des lettres et des sciences humaines, vous êtes sociologue. Et docteur Hatem Mami, merci. Prof Alizeri, avocat et spécialiste de l'éthique. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ces débats. Et à la semaine prochaine.